Il y a plein de monde. Il paraît qu'être une femme, c'est super, surtout depuis qu'on a réussi l'amalgame entre l'autorité et le charme. En vérité, le seul avantage que j'ai trouvé, c'est la certitude de ne pas se choper le cancer de la prostate. C'est un peu maigre, évidemment. Être une femme en cuisine, c'est pas toujours évident. Alors la parole autour des violences, entre autres sexistes et sexuelles, est en train de se libérer, pour le moment, doucement, un milieu après l'autre. Je vous demande un tonnerre, mais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour la chef Manon Fleury et pour sa seconde, Lorraine Barjou. Bonjour, comme si on ne s'était pas vu en coulisses juste avant. Bonjour. Vous avez toutes les deux créé l'association Bondir avec un point inclusif, bien vu. Pourquoi cette association ? Alors, on ne l'a pas déjà créé toutes les deux, mais ensemble avec d'autres chefs. On était à la base avec une autre chef, Marion Goetheleu, qui est pâtissière, qui a un café qui s'appelle le Café Mirabel à Paris. C'est Marion qui a donné l'impulsion en fait, à la création de l'association, c'est-à-dire que il y a eu différents dossiers qui sont sortis à la fois dans Le Monde, dans Libération. Il y a aussi des podcasts, le podcast dont on parlait ensemble pendant la préparation de cette émission de Bouffon. Un épisode qui s'appelle Cauchemar sexiste en cuisine et que je vous recommande d'écouter. Ça a donné l'impulsion, mais aujourd'hui on va essayer de voir un prisme plus large et de passer des messages larges et qui ne s'intéressent pas forcément que aux violences sexistes et sexuelles, mais plutôt aux violences en général et ce pourquoi notre milieu peut favoriser la mise en place de violences ou de comportements déviants. Et donc c'est Marion qui a donné l'impulsion parce qu'elle a témoigné dans différents dossiers, dans la presse, dans Le Monde, dans Libération. Et à ce moment-là, elle m'a dit, en fait, j'ai des demandes d'écoles hôtelières, notamment en province, plutôt dans le reste de la France qu'à Paris, et qui lui ont demandé simplement de venir témoigner. Parce que Marion a eu des expériences positives et négatives, et elle sait très bien raconter ces expériences-là. Et en fait... Voilà, les professeurs, je pense qu'ils avaient un besoin de témoigner et de dire ce qui peut se passer dans la restauration. Ce qui est super encourageant. C'est super encourageant que des professeurs d'école hôtelière se disent il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas. Former les gens en même temps que les former au métier de la bouche, les former à ce que peut être un climat de travail sain, à ce que peut être une relation de travail saine, je trouve ça méga encourageant. Jamais personne dans une école de journalisme ne m'a demandé de venir témoigner. Or, Dieu sait que j'ai des choses à dire. Ouais, on sent qu'il y a une nécessité de vouloir faire évoluer le milieu et venant d'équipes pédagogiques, plutôt d'ailleurs dans les écoles publiques. On a trouvé dans notre parcours de collaboration avec les écoles que c'était plus facile dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Alors que toutes les deux, on est plutôt allées dans des écoles privées. Voilà, donc Marion a donné l'impulsion. Moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on intervienne, je pense qu'il faut qu'on structure le propos et qu'on fasse un support d'intervention qu'on va vous présenter aujourd'hui et qu'on puisse s'appuyer sur ce support d'intervention pour que déjà, parce que d'abord, il y a certaines équipes pédagogiques qu'on allait voir qui ne nous faisaient pas vraiment confiance. Et donc on s'est dit, voilà, pour que notre propos ait de l'ampleur... Donc en fait, on vous appelle, mais on ne vous fait pas confiance. En fait, il y a certaines personnes qui ne nous ont pas appelés, qu'on allait voir, parce qu'on pensait que c'était une nécessité d'aller les voir, à côté de ces gens qui nous ont demandé d'intervenir. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, voilà, il faut qu'on nous prenne au sérieux, et il faut surtout, enfin c'est un vrai sujet. Et on a senti qu'il fallait en parler, et surtout, on a voulu le prendre de manière positive. C'est-à-dire que pas retomber dans les histoires de témoignages, parce qu'on sait que c'est important de témoigner, on sait que c'est important de raconter des histoires, mais surtout... et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on décrypte ? Comment on a du recul vis-à-vis de tout ça ? Et qu'est-ce qu'on fait pour faire changer les choses ? Je vous offre une classe géante. Tous les gens qui sont bien en noir et blanc, c'est des vrais élèves. Merci. Comme ça, vous êtes bien. On peut vous distinguer de loin. Je vous laisse la classe pour 45 minutes. S'il y a un truc, je suis en coulisses. Je ne vais pas vous déranger. Bon amusement. Enfin, amusement. Enfin, soit. À tout à l'heure. Merci.
Rebonjour pour ceux qu'on a déjà vus tout à l'heure. Je me permets de me présenter, donc je m'appelle Lorraine, j'ai pas toujours fait de la cuisine. J'ai dessiné du mobilier industriel avant de faire de la cuisine. Et donc, quand je suis arrivée en cuisine, j'ai été baignée dans une nouvelle atmosphère, une nouvelle maison pour travailler. Et j'ai été surprise par l'ambiance un peu difficile dans laquelle j'ai pu travailler. Et je me suis rendu compte qu'avec ma maturité, quand je suis arrivée, parce que j'avais 30 ans, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Mais je me suis rendu compte que quand on arrivait dans une cuisine jeune, entre 15 et 20 ans, on n'avait pas forcément les épaules pour pouvoir avoir réponse à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, je suis là pour montrer à la nouvelle génération, celle qui arrive maintenant dans les cuisines, que ça vous appartient de faire un peu changer ce monde et que beaucoup de choses sont possibles. Et donc, Lorraine fait partie du cœur de l'association. On est une quinzaine de chefs. Et pour nous, c'était important aussi de nous regrouper et de pouvoir communiquer ensemble sur les sujets qu'on avait envie d'aborder et sur la manière dont on avait envie de faire pour avancer. Et donc, la structure de l'association nous a permis de faire ça et va nous permettre aussi de développer d'autres choses. Aujourd'hui, notre cœur d'action et de projet, c'est les interventions dans les écoles hôtelières. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants et donc on a l'habitude de faire des interventions dans les écoles et on est ravis de s'adresser à ce public-là parce que pour nous, on est une génération nous, de trentenaires avec Lorraine, mais on pense qu'il faut qu'on s'adresse à la génération en dessus de nous, la génération qui aujourd'hui est en apprentissage et sera dans 5-10 ans chef de cuisine, manager, et que c'est à ces personnes-là qu'il faut montrer qu'il y a un autre modèle possible, que nous-mêmes, on est en train de le définir. Donc, c'est pas simple parce qu'on n'a pas toutes les clés. Donc, on ne pourra pas vous dire, voilà, c'est la clé de la réussite et c'est comme ça que ça va marcher. Mais plutôt de se dire, bah voilà, nous, au quotidien, avec Lorraine, parce qu'on peut parler aussi de notre duo au quotidien, de notre travail, on essaie de se servir de choses qu'on voit en dehors de la cuisine pour les apporter dans la cuisine, notamment dans les méthodes d'organisation d'entreprise, etc. Et Lorraine, de par son passé aussi, a connu des méthodes d'organisation autres que celles qu'on connaît dans les cuisines. Moi, pour la petite histoire, parce qu'on s'est vu tout à l'heure sur scène, mais moi j'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait une année de prépa littéraire en sortant du bac général. Et puis ensuite, je suis tombée tout de suite dans le milieu de la cuisine à 19 ans. Et j'ai connu, je suis allée dans ce qu'on appelle des grandes maisons, 1, 2, 3 étoiles, dans des bistrots, etc. Donc j'ai vu plein de modèles différents. Mais dans tous ces modèles différents, où j'ai évidemment vachement appris, eu des chefs évidemment qui m'ont excellemment bien formée et poussée à faire ce que je fais aujourd'hui, mais dans chaque cuisine, j'ai vu, je crois, des choses qui ne me convenaient pas, ou en tout cas que je n'avais pas envie de reproduire dans mon modèle actuel. Encore une fois, on n'est pas là pour vous dire qu'on fait les choses toujours bien, qu'on les fait toujours parfaitement. On se remet aussi beaucoup en question, et je pense que c'est aussi la clé, on pense que c'est la clé pour un meilleur monde de la restauration de demain, c'est cette remise en question. Et voilà, quand ça ne se passe pas, par exemple, durant un service avec Lorraine, on se pose pendant 10 minutes autour d'une table. Comment on appelle ça, Lorraine ? Le petit point. Le petit point. On fait un petit point et on va essayer de débriefer de ce qui s'est mal passé. Vous allez nous dire, je pense qu'ici, il y a aussi des gens qui sont hors du milieu de la restauration. C'est des choses qu'on fait naturellement dans tout milieu professionnel. Sauf que dans la restauration, bien souvent, on oublie de s'asseoir, on oublie de se dire que y a pas qu'on peut bloquer un peu cette tornade effrénée dans laquelle on rentre quand on rentre dans un restaurant le matin à 8h30 et qu'on a l'impression qu'on va se faire rouler dessus. C'est vraiment cette impression-là, ou cette impression d'étouffement. Hein, vous savez, quand vous arrivez, vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire et que vous n'allez pas pouvoir respirer avant le service du midi. Et donc, c'est de savoir prendre des moments aussi pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter un peu avec vous aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec les écoles. Quand on va dans les écoles, on va essayer de vous montrer un peu, vous donner une idée, parce que normalement, quand on fait des interventions, on fait des interventions à peu près 1h30. Là, on va essayer d'écourter l'intervention et c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait quand on va dans les écoles pour essayer de décrypter et vous donner, encore une fois, c'est pas une manière de prêcher la bonne parole, etc. C'est plutôt une manière de vous donner du recul vis-à-vis de ce à quoi vous pouvez être confronté quand vous rentrez dans une école, dans une cuisine ou dans un restaurant, et ce qui peut arriver. Encore une fois, comme ce que disait tout à l'heure Florence, ça existe dans tous les milieux professionnels, mais dans chaque milieu professionnel peut avoir ces spécificités qui vont favoriser la mise en place de comportements déviants et violents. Et la restauration, moi, je compare souvent avec le cinéma. Et j'avais lu plusieurs articles sur ce qui pouvait se passer dans le cinéma et notamment lors de tournage. Et il y a une espèce de proximité qui arrive aussi dans la cuisine souvent, on le verra ça tout à l'heure, et qui favorise la mise en place de certains comportements déviants. Et la cuisine et le restaurant peut permettre ça aussi plus facilement. Et on va essayer de vous permettre de décrypter. Et on pense en général que quand on comprend ces mécanismes, quand on comprend ce qui se passe, on peut se dire qu'on ne reproduit pas et qu'on prend du recul vis-à-vis de tout ça. Tout à fait. Et il y a juste quelque chose je veux rajouter juste par rapport à Bondir. Donc on est une vingtaine de personnes qui appartenons vraiment à l'association et nous avons des adhérents. Et cette association, elle n'est pas que avec des cuisinières. Il y a des personnes qui sont pâtissières, il y a des personnes qui sont traiteurs, des gens de la salle. Donc ça, c'est pour vous dire que on veut toucher un panel assez large de métiers. Plutôt, on parle plutôt aux gens qui sont dans l'univers des métiers de la bouche. Donc on va essayer de commencer assez rapidement. Donc on va essayer de décrypter donc les mécanismes de la violence. Il y en a 5. Vous montrer comment ils se mettent en place plus facilement dans le monde de la restauration, en vous donnant des exemples hyper spécifiques pour que vous voyez que tout cela soit concret. Ensuite, il y aura un petit quiz, donc on essaiera peut-être de vous faire participer en vous posant des questions. Et après, on vous donnera aussi quelques clés à savoir comment faire vis-à-vis quand vous faites face à une agression ou quand vous faites face quand vous êtes vous-même victime d'une agression. Mais on va essayer surtout de se concentrer sur vraiment décrypter ce qui peut se passer, avoir du recul et savoir réagir. Donc on peut passer à la première slide. Donc là, vous avez bien les 5 mécanismes de la violence. D'abord, l'isolement, la dévalorisation, l'inversion de la culpabilité, la menace, la peur et assurer son impunité. Alors, c'est des mécanismes qui peuvent se mettre en place partout, aussi bien à la maison que dans la rue, que dans le milieu professionnel, dans le milieu intime, etc. Et encore une fois, on va vous montrer comment c'est favorisé dans un restaurant. Donc la prochaine slide sur l'isolement, c'est ma préférée. Donc l'isolement, il peut arriver. En fait, il faut faire assez attention parce que, en tout cas, c'est hyper souvent que ça arrive dans le restaurant. Moi, je pense souvent à la cuisine. Par exemple, avec Lorraine, on fait très attention à des lieux comme la chambre froide. La chambre froide, c'est exigu. Quand on ferme la porte, il fait noir. Voilà, on peut s'y retrouver souvent bloqué. Donc c'est un lieu où il faut être vigilant. Il faut savoir, y a des chefs qui grognent parce qu'on laisse la porte ouverte. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal de laisser parfois la porte ouverte quand on va dans la chambre froide, d'y rester pas trop longtemps, justement. Mais voilà, d'essayer d'être vigilant sur ces endroits où il peut se passer des choses qui sont pas normales parce qu'on va fermer la porte, parce qu'il n'y a pas de surveillance. Et donc, voilà, c'est des endroits un peu particuliers. Ensuite, il y a le vestiaire. Le vestiaire, sachez que quand vous êtes dans un restaurant, vous avez le droit de demander, si jamais, par exemple, nous on sait qu'à Paris, il n'y a pas souvent de vestiaire mixte.
enfin ces vestiaires séparés, pardon, il y a souvent des vestiaires qui sont mixtes pour une raison de place. Sachez que quand vous avez envie de vous changer séparément, vous avez le droit de demander d'aller vous changer aux toilettes et de ne pas subir un environnement où vous vous changez de manière collective avec des personnes notamment aussi du sexe opposé. Donc voilà, c'est des lieux auxquels et vous pouvez réclamer, ça c'est important aussi, on est un peu là pour vous dire ça aujourd'hui, bien que voilà, moi je suis, j'espère, future chef d'entreprise, Lorraine aussi, donc on n'est pas là pour vous dire que l'employeur est un méchant et un vilain patron, et tout autant du chef ou du manager. On est là pour vous dire que... Juste pour vous rappeler qu'il y a des choses qui sont normales et des choses qui ne le sont pas. Ouais. Ça paraît simple, mais quand on commence à travailler, on ne le fait pas forcément. Et on n'est pas là pour faire pointer toutes les choses négatives, mais plutôt pour vous expliquer que vous avez juste le droit de demander de vous changer dans une pièce qui soit adaptée. Enfin, on sait très bien que c'est aussi très difficile quand on est restaurateur d'avoir une pièce spécifique pour se changer. Donc c'est essayer de trouver à chaque fois des justes milieux qui font sens. Après, il y a donc un autre mécanisme, si on peut me remettre le support, je veux bien, si c'est sympa, qui est donc diviser pour mieux régner. Donc ça, c'est un isolement, ce qu'on appelle un isolement psychologique. L'isolement psychologique, il est un petit peu plus difficile à cibler, mais en général, c'est une manière de... je sais que ça se fait souvent dans les équipes, hein, quand on a un capitaine d'équipe qui cherche à monter les personnes de son équipe les unes contre les autres, tout ça pour asseoir son autorité. Voilà, essayez de vous dire, quand vous avez un manager ou avec quelqu'un qui lead, et que vous avez l'impression que cette personne essaie de vous diviser dans votre équipe alors qu'il n'y aurait pas forcément de raison. On connaît par exemple typiquement des chefs qui disent bah voilà, regarde un tel, il voudrait bien ta place, donc fais attention, etc. Nous, avec Lorraine, quand on gère nos équipes, quand on a notre équipe avec nous, l'idée c'est que tout le monde s'entende bien, qu'on aille. Enfin, on fait souvent le parallèle avec le sport, mais parce qu'on aime bien le sport et qu'on est assez sportive, mais l'idée, c'est que, enfin, je sais pas, quand une équipe de foot fonctionne ensemble, c'est que tous les joueurs se parlent et arrivent à communiquer ensemble et arrivent à créer le meilleur match possible. Dans une équipe de cuisine, c'est à peu près la même chose. Si les gens s'entendent bien et coopèrent et s'entendent, c'est toujours mieux. En fait, on arrive toujours mieux à faire du meilleur travail quand les gens jouent dans la même équipe plutôt qu'ils essaient de se tirer dans les pattes. Bien évidemment, c'est facile là, quand on en parle, ça reste toujours un challenge. Tout ça, c'est une histoire de rencontre, il faut trouver aussi les bonnes personnes, des gens qui collent avec l'envie du chef. Et ça, c'est peut-être la base qui est le plus important. Et je dévie un tout petit peu, mais c'est quand vous allez chercher un stage ou un boulot, c'est à vous aussi d'aller poser les bonnes questions et de chercher exactement l'endroit qui vous intéresse le plus. C'est là que vous arriverez à être le plus motivé et à suivre justement l'équipe du restaurant. On peut passer à la seconde slide. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sait qu'il y a un grand public, mais c'est ce qu'on fait quand on va dans les écoles aussi. On est prêt à recueillir des témoignages, à avoir des questions, etc. Là, c'est vrai que ça va un peu plus magistral que ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir si jamais vous avez des questions. Donc, on va passer donc, à la deuxième slide, la dévalorisation. La dévalorisation, c'est de... Dans le contexte professionnel, il y a vraiment... moi, je l'ai vu pendant des services avec des chefs qui étaient très, on va dire, concentrés aussi dans leur service, qui voulaient que les choses soient bien faites, qui voulaient qu'on sorte les plats les plus parfaits possibles, les mieux réalisés, etc. Et qui, parce que quelqu'un se trompe, voilà, ça peut arriver. On sait que c'est dur. Nous, on le sait aussi quand on gère nos équipes, que quand il y a un maillon de la chaîne qui ne suit pas, quand on loupe, moi je dis souvent, j'aime bien utiliser la cuisson de canard, quand on loupe sa cuisson de canard et que ça fait 3 fois qu'on loupe sa cuisson de canard, effectivement, le chef peut être un peu irrité. Mais il n'y a aucune raison, à part le fait de constater qu'on a loupé 3 fois sa cuisson de canard, de dévaloriser quelqu'un.
C'est pas parce qu'on loupe sa cuisson de canard qu'on a un moins que rien. C'est pas parce qu'on loupe sa cuisson de canard qu'on va jamais y arriver. Voilà, donc ça s'appelle l'acharnement et c'est de la dévalorisation, du rabaissement qui ne mène à rien. Hein. Comme disait Lorraine, il arrive parfois qu'on se rende compte que certaines personnes de nos équipes, ça fonctionne pas en fait. On s'aperçoit que les personnes se sont trompées ou nous on s'est trompé dans notre recrutement, mais il faut juste le constater. Et quand la dévalorisation commence, c'est quand il y a de la répétition, quand on dit t'es qu'un nul, tu vas jamais y arriver, de toute façon tu t'es trompé de métier, voilà, et ça on le répète pendant plusieurs fois, pendant plusieurs services, et ça peut briser des gens. Et donc quand ça arrive, quand vous êtes témoin de ça, voilà, si par exemple ça arrive à un de vos collègues qui se fait traiter nul pendant tout son service, nous on conseille d'avoir un petit geste bienveillant à la fin du service en disant voilà, écoute, moi j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu qu'on s'est acharné sur toi, c'est pas normal en fait, je te soutiens. On ne peut pas toujours faire la révolution. Ça nous est arrivé aussi de voir des choses qui ne nous plaisaient pas dans les cuisines. On ne pouvait pas se révolter parce qu'on tenait à ce stage, on avait envie d'apprendre ici. On se disait, là, juste le chef ou le manager, ça ne va pas, il s'est trompé, il est parti, ça s'est mal passé. Et nous, ça nous arrive. Je veux dire, ça arrive qu'il y ait des services où je me dise, mais alors là, et c'est notre métier, ça favorise ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, il y a tellement de stress, ça on l'a pas trop dit au début, mais il y a tellement de stress, il y a un facteur stress qui est inévitable et inhérent à notre métier, qui fait que voilà, il faut combattre ce stress. Et aujourd'hui, on peut vite se laisser entraîner dans ces agissements comme ça, dans la dévalorisation, parce que c'est aussi une manière pour le chef de rejeter son stress sur la personne qui fait mal et de le dévaloriser. Est-ce qu'on peut nous remettre la slide si c'est possible ? Dévalorisation. Voilà, et donc hors du contexte professionnel, ça c'est pareil, nous on assiste souvent parce qu'en fait c'est pareil, notre métier, on travaille en général beaucoup d'heures, on est très présent dans notre métier et souvent leur contexte professionnel arrive parce que on va boire un verre, voilà, on va boire un verre. Ce qui est super, hein, on met pas du tout le doigt sur le fait qu'il faut pas faire des choses avec son équipe de travail, ce qui est même quelque chose qu'on encourage. On arrive aussi parfois avec une tenue différente en arrivant au travail avant de se mettre en tenue de cuisine. Voilà. Toutes les remarques qui peuvent arriver hors du contexte professionnel n'ont pas lieu d'être. Voilà. Et là-dessus, je pense que c'est assez important de le répéter parce que il peut y avoir des déviances, des paroles déplacées. Nous, ce qu'on vous conseille souvent, c'est quand ces personnes-là ont ce genre de paroles, c'est genre soit d'attendre que le soufflet redescende, parce que ça peut être, la personne peut le prendre mal, et voilà. Et même d'aller voir son manager et lui dire, voilà, ou alors son collègue, hein, ça peut arriver entre collègues. Écoute, je crois que j'ai vraiment pas apprécié ce que tu m'as dit, ça m'a touché, je trouve ça hors de propos, et je voudrais pas que ça recommence. Et là, on en vient aussi à ce qu'on essaie de mettre en place avec Lorraine et avec l'association, c'est-à-dire la communication. En fait, c'est assez difficile. Enfin, c'est facile quand on vous dit ça, évidemment, quand vous vous retrouvez dans une situation qui est compliquée, où on vient porter jugement, par exemple, sur votre tenue, ou je sais pas, sur votre coupe de cheveux, ou j'en sais rien, sur votre orientation sexuelle. C'est quelque chose qui regarde personne au sein du travail. C'est difficile de venir se dire à ce moment-là, là, j'accepte pas ça, et de le dire. Mais en fait, même si ça va vous procurer des émotions un peu compliquées et qu'il va falloir gérer ce stress, vous vous rendez service pour les autres jours que vous allez passer dans cette entreprise. C'est-à-dire que les gens, ils vont comprendre directement qu'il y a des limites avec vous et qu'il ne faut pas les franchir. Et c'est une manière aussi de vous respecter vous-même. Et je dis ça en connaissance de cause parce que même moi, en gérant des équipes, j'ai de temps en temps des réflexions qui me reviennent à moi. Et souvent, je serre les dents et je me dis, bon allez, c'est là qu'il faut que ça s'arrête parce que sinon, je vais me faire bouffer. Et c'est difficile à faire, mais... ça fait ses fruits en général. Et surtout, vous êtes dans un environnement où il y a du monde. Et donc, du coup, ça pousse aussi l'équipe à aller dans ce sens-là, en fait. Vous n'allez pas tirer l'équipe vers le bas, mais plutôt vers le haut. Tout à fait. On peut passer à la prochaine slide. Exactement, l'aversion de la culpabilité. Donc, l'aversion de la culpabilité, c'est vraiment un mécanisme qui est un peu plus difficile à cerner, mais qui, vous allez voir, se met rapidement en place aussi, de la personne qui inverse
Je vois la dame au premier rang qui désigne son mari. Je ne sais pas qui est la personne à côté de vous, si la personne avec qui vous vivez, etc. Il le désigne, toi tu fais ça. Et voilà, qui va généraliser en disant c'est de ta faute. C'est de ta faute si c'est arrivé. Il y a souvent le cas aussi du service raté. On rate tous des services, on va encore en rater plein. Ça arrive, les choses ne vont... Voilà, on a beau être très organisé, on a beau vouloir faire bien les choses, ça arrive. Et voilà, et on a tous entendu quelqu'un, un chef, un manager dire bah ouais, c'est ta faute aussi, toi. Si t'avais pas loupé ta cuisson de canard à un moment donné, voilà. En fait, on sait très bien qu'il y a plein de facteurs qui font qu'on rate un service. C'est-à-dire, on n'est pas prêt, on est fatigué, on ne sait pas parler, on n'a pas communiqué avec la salle, il y a un client qui est pas satisfait. Et en fait, tout ça, il suffit juste d'en prendre conscience et de se dire tous ensemble, bah, en fait, c'est là que ça a bloqué. Et le prochain service, bah, en fait, on va essayer de travailler sur ce point-là pour que ça coule et que ça se passe bien. C'est ce qu'on fait souvent après les services. On se dit, ouais, là, ça a mal marché. On laisse aussi, pour continuer la métaphore culinaire, retomber le soufflet. On réfléchit à ce qui s'est mal passé, parce que souvent on sait quand on est manager ce qui s'est mal passé. On a vu que un tel n'était pas en place à l'heure, ça fait qu'on a mal commencé le service, un tel avait loupé sa cuisson de canard, un tel avait loupé sa sauce, etc. Et ça a fait tout dérailler. Sauf que un manager, il est censé faire en sorte d'emmener son équipe avec lui jusqu'au bout et de faire en sorte que ça se passe bien et de pallier aussi aux défaillances de son équipe. Et donc, pour nous, notamment avec Lorraine, quand on manage nos équipes, on sait que parfois ça se passe mal, mais c'est à nous de nous remettre en question en nous disant, bah voilà, moi je suis en colère, ça m'arrive aussi bien souvent de passer un service où je suis en colère et je vais me dire, mais attends, mais pourquoi tu étais en colère, quelle est la cause de ta colère, et d'analyser ce qui s'est passé au lieu de porter toute cette colère et cette culpabilité sur les membres de son équipe. Et aussi, quand vous rentrez dans le métier de la restauration, vous êtes amené à manager très tôt. Vous allez très rapidement vous retrouver avec un stagiaire, un commis à gérer. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand souvent vous êtes aussi en phase d'apprentissage et vous devez aussi apprendre à quelqu'un en dessous de vous des gestes et une exigence. Et donc du coup, plus vous apprendrez à mieux communiquer, à gérer votre stress, et mieux vous allez emmener les gens avec vous et vous serez beaucoup plus fort dans votre travail. On peut passer à la slide. Alors la menace et la peur, moi, je pense souvent à la boule dans le ventre qu'on peut avoir quand on va travailler. La boule dans le ventre, elle peut être galvanisante parce que ça peut être un stress qui motive, mais parfois il y a une boule au ventre qui se transforme et on n'a vraiment plus envie d'aller travailler. Et ça, souvent, la petite boule dans le ventre, elle est synonyme de peur, et avoir peur d'aller travailler, en général, c'est mauvais signe. Donc il faut savoir identifier pourquoi j'ai peur d'aller travailler, pourquoi j'ai peur d'aller revoir mon chef de partie tous les jours et de travailler avec lui tous les jours, pourquoi ça se passe mal, et en faire quelque chose. Voilà, c'est pas l'idée aussi, c'est ce qu'on vous disait, prendre du recul, c'est ne plus subir et être contre, enfin, c'est-à-dire de subir, mais être maître de son apprentissage et prendre du plaisir dans son apprentissage. Et donc, apprendre avec la peur ou travailler avec la peur, ça fonctionne pas. Et c'est vous qui avez quand même le pouvoir de décider aussi. Il ne faut pas que vous oubliez ça. Même nous, quand je dis ça, je prône pas le fait de quitter des établissements et de partir en mauvais termes. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que si vous avez peur que ça se passe pas bien, que en fait juste vous avez le droit de vous dire qu'une entreprise ne vous correspond pas, vous avez le droit de mettre terme à la collaboration. Et il y a beaucoup de personnes dans le métier qui disent si tu pars, je vais te griller auprès du monde de la restauration. Bon, bah écoutez, ça n'existe pas trop. Et si ça existe, ça sera des gens avec qui vous n'allez pas avoir envie de travailler. Et vous savez tous très bien aussi qu'aujourd'hui, vous êtes tous en position de force. C'est un métier qui cherche de la main-d'œuvre et vous allez avoir vachement de choix dans les jobs que vous allez pouvoir trouver. Et donc, du coup, vous allez pouvoir devenir de plus en plus exigeant sur ce que vous voulez. Alors, on ne vous dit pas qu'il faut abandonner parce
parce que, au moindre doute et à la moindre hésitation, mais vraiment, et de tenir, parce que c'est aussi ça, nous, notre enjeu aujourd'hui, hein, c'est d'avoir des gens qui restent dans nos équipes, qui ont envie de travailler avec nous. C'est pas lié à se dire, parce qu'aujourd'hui, j'entends pas mal de chefs aussi qui disent, ou des gens qui ont des restaurants qui disent, oui, mais maintenant, les gens, on les tient plus, ils restent plus, ils ont plus envie de rester, ils changent super souvent. Ce qui est vrai, on passe aussi, on a une nouvelle personne qui est une nouvelle génération aussi qui a envie de voir plein de choses, qui sont plus prêts à rester 20 ans dans une même entreprise et à pas se nourrir d'autres choses. Et c'est super d'aller voir ce qui se passe, c'est super de se nourrir de plein d'expériences, mais surtout de vous dire, si ça ne me convient pas, je ne subis pas et je reste pas là dans cette entreprise à me dire que c'est le seul lien que j'ai avec la restauration. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens continuent de vouloir travailler dans notre métier parce qu'on aime notre métier, parce qu'on est passionné et qu'on a envie de faire en sorte que les gens s'y sentent bien et ne se disent pas, oui mais attends, combien de fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, combien de fois, quand je disais je faisais de la cuisine, on me disait, mais c'est un métier hyper difficile, non ? Et je dis oui, c'est un métier difficile, mais c'est aussi un magnifique métier, joyeux, sensible, fait de plein de rencontres qui nous permettent de faire tellement de choses. Regardez, on est là aujourd'hui, on peut vous parler. Enfin, moi, je suis tellement contente de faire ce métier, ça touche à tellement de domaines. Donc c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est continuer à vouloir faire ce métier, mais dites-vous que vous n'avez pas à subir ce qui englobe et ce qui vient polluer et ce qui a sûrement pollué pendant des années ce métier. Je suis d'accord. Peut-être passer à l'autre slide. Assurer son impunité. Ce n'est pas parce que le chef est apprécié par une partie du personnel que cela excuse son comportement. On peut parler de la starification des chefs, par exemple. C'est pas parce que on passe sur certaines émissions qu'on passe à Omnivore, qu'on est sur le devant de la scène, que ça autorise des choses qui sont pas du tout acceptables. Et ça, il faut que vous arriviez à vous dire que c'est pas du tout, que c'est pas grave, quoi. Oui, il y a souvent ces personnes qui ont du pouvoir et sont auréolées de leur pouvoir et qui se disent que parce qu'ils ont le pouvoir, on le voit dans toutes les affaires où certaines personnes sont accusées, c'est souvent des abus de pouvoir parce que ces personnes-là ont le pouvoir et se disent que parce qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent tout s'autoriser. Et je pense que c'est important, nous, d'avoir beaucoup d'humilité et de se dire que c'est pas parce qu'on passe à la télé, c'est pas parce qu'on fait plein de choses qu'on a le droit de se comporter n'importe comment avec ses équipes. Donc voilà, quand ça vous arrive, si vous êtes face à quelqu'un qui est reconnu, qui est célèbre, ça peut être dans un restaurant, mais ça peut être dans la vie aussi, dites-vous que cela n'autorise à rien de plus qu'une personne normale. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler. On va passer à la suite, au quiz. Vous vous réveillez un peu, on a l'impression que vous vous endormez dans le noir. D'habitude, on fait lire les questions aux élèves. Alors, on va peut-être commencer par la première question, donc la slide différente. Est-ce que, je ne sais pas si ça peut fonctionner, on va peut-être essayer de faire lire. Je ne sais pas si tout le monde va entendre, mais tout le monde voit de toute façon la question. J'aimerais bien faire participer le public. Quelqu'un Allez, je vais te donner mon micro. On va me voir dans la caméra. Oh non. On veut bien la question, s'il vous plaît. Super. Votre supérieur vous dit une seule fois « Tu as loupé ton gâteau, tu es nul ». Peut-on considérer cela comme du harcèlement moral, oui ou non? Alors? Je dois répondre aussi? Si tu as envie, vas-y, réponds. Non, parce que c'est une seule fois, c'est pas répétitif. Du coup, c'est pas du harcèlement. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Exactement, c'était ça. Donc, je vais continuer. C'est bien comme ça? Ouais, nickel. Allez, c'est bien. On veut bien la slide suivante. Super. Je peux y aller? Le second de cuisine m'enferme dans la chambre froide et tente de m'embrasser.
Peut-on considérer cela comme du harcèlement sexuel? Oui. C'est une agression? Oui. On veut bien la slide suivante, s'il vous plaît. Et c'est pas consenti? Il faut faire attention à la question, et la question c'était tente, et donc dans les termes c'était donc une tentative, mais effectivement c'était une tentative d'agression sexuelle. Et donc ce on essaie de vous rappeler, mais on va peut-être pas s'attarder là-dessus là aujourd'hui, c'est l'encadrement par la loi, parce qu'il y a la loi et souvent on oublie la loi, et donc le harcèlement sexuel, ça peut arriver aussi, là on parle d'agression sexuelle parce que c'est vraiment, on ira sur la définition après, mais le harcèlement sexuel c'est même abuser, voilà exactement. Le harcèlement sexuel, il n'y a pas de caractère répétitif, le harcèlement moral oui. C'est la petite différence et la petite notion différente. Et là par exemple, tu vas passer sous le bureau, ça peut être aussi d'un point de vue de la loi réprimandé. On veut bien la slide suivante. Puis-je porter plainte sans preuve? Oui. Alors, on veut bien la slide. Alors, c'est pas mal d'avoir des preuves. Oui, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des preuves, mais il y a quand même le parole contre parole, de pouvoir s'expliquer face à son agresseur. Donc, il faut porter plainte, même quand on n'a pas de preuves, et en parler, parce que si personne n'en parle, la parole ne se libérera jamais, et c'est hyper important d'en parler aujourd'hui, parce que les violences en cuisine, de manière générale, il faut que ça cesse. Donc, il faut porter plainte quand ça ne va pas. Il faut y aller, même si on n'a pas les preuves. Et tu as tout à fait raison, et il faut... Il faut savoir qu'il y a certains dossiers qui mettent du temps et que souvent ils aboutissent parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte et quelques années après, ça porte ses fruits. Donc même si sur le moment on a l'impression de ne pas forcément avancer, on a vu des affaires qui ont avancé grâce à ça. Et après, il n'y a pas d'injonction, hein, on n'est pas là pour vous dire absolument, on sait que dans certains cas d'agression, c'est très difficile de porter plainte, d'avoir le courage de le faire. Après, notre volonté, c'est que la parole, elle s'ouvre, que les gens osent parler. Mais la plainte, évidemment, il faut le faire quand on en est capable. Et après, sur les preuves, un petit rappel, aujourd'hui, on a le droit aux enregistrements. Nous, on s'est reformé récemment et on a le droit d'avoir des enregistrements. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir vous dire que quand vous y allez, vous êtes armés, vous avez des preuves qui appuient de ce qui s'est passé. Encore une fois, on n'est pas juriste. Hein. Si jamais il y a des juristes dans la salle qui nous fassent pas, on essaie juste de donner des notions pour faire en sorte que vous ayez des connaissances sur ces sujets-là et de rappeler bien des définitions précises pour que, à notre sens, plus on connaît et on comprend ce qui se passe, mieux on saura réagir et voilà, on sera des êtres éclairés. Une prochaine question ? Vous buvez un verre après le service avec toute l'équipe du restaurant. Après quelques verres, votre supérieur vous met la main aux fesses et vous fait des avances. Peut-on estimer que ce n'est pas de sa faute, car il est sous l'emprise de l'alcool et ne maîtrise pas son comportement? Non, on ne peut pas estimer ça, parce que même sous l'emprise de l'alcool, on est censé bien se comporter auprès des femmes, même auprès des hommes en général. Tout à fait. Ouais. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il est sous l'emprise de l'alcool,
c'est encore plus aggravant comme situation. Est-ce qu'on peut passer voilà. Une autre question, si quelqu'un me prend la main. Ouais, c'est la même personne. On change. Là-bas, Manon. Là-bas. Ah ouais, c'est super loin. Faites courir. Quelqu'un peut lever la main? Ok, nickel. Je vous ai préparé une belle désannonce. Ouf, Dieu. S'il vous plaît, vas-y, s'il te plaît. Un collègue vous fait un massage dans le cou tous les jours depuis une semaine. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une agression sexuelle? Non, c'est faux. La slide, s'il vous plaît. Parce que pour moi, une agression sexuelle, le cou, c'est pas vraiment, par exemple, les fesses, les seins, ou soit le pénis pour les hommes. Et du coup, voilà. Donc, il faut qu'il y ait un contact physique avec l'une au moins de ces 5 zones pour qualifier d'agression sexuelle. Les seins, les fesses, le sexe, la bouche et l'entrejambe. Et le fait de frotter son sexe sur n'importe quelle partie du corps est aussi une agression sexuelle. Ça, c'est pareil, ça paraît souvent tabou, on n'arrive pas à en parler, on fait souvent des amalgames entre justement harcèlement sexuel, agression sexuelle. Voilà, et c'est pour ça qu'on essaie de remettre les bons termes pour savoir aussi quand ça vous arrive, à la fois si vous êtes victime ou si vous êtes témoin de quelque chose, savoir le définir. Et c'est pour ça qu'on revient sur ces définitions-là pour que vous sachiez départir ce qui se passe. Et s'il vous plaît. Un collègue introduit sa main à l'intérieur de la veste d'une de vos collègues. S'agit-il d'un viol? Non. Je pense que non. Non. Pour qu'il s'agisse d'un viol, il faut qu'il y ait une pénétration, que ce soit dans n'importe quel trou, l'oreille, le nez, le vagin, enfin peu importe. Mais non, dans la veste, je pense pas. Non, vous rigolez parce que c'est des sujets qui sont compliqués et qui sont pas faciles à aborder. Et évidemment, quand on est mal à l'aise, en général, on rit. Et donc, concernant la pénétration, c'est un sujet. Au niveau de la loi, ça a été redéfini il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que c'est pénétration avec n'importe quel objet également. C'est pas qu'un objet sexuel, ça peut être n'importe quel objet. Et il y a aussi dans la nouvelle redéfinition, parce qu'il y a eu des remises à jour vis-à-vis aussi de la pédocriminalité, le cunnilingus ou la fellation est un viol. Il faut le savoir. Il reste combien, 5 minutes? Ok. On va terminer là-dessus. Normalement, on continue un peu sur justement revenir sur ces définitions, savoir comment faire dans ces situations-là, quand vous êtes à la fois victime ou témoin d'une agression. On va terminer par c'est des sujets pas évidents. Et on sait bien qu'on ne révolutionnera pas le métier et qu'on n'est pas des révolutionnaires. On essaie juste de faire en sorte de redéfinir aussi un écosystème autour de nous, grâce à vous, grâce à votre nouvelle génération, parce qu'on veut que vous puissiez vous dire que vous voulez continuer dans le métier. On veut instiguer un changement avec vous. Notre but, c'est vraiment pas de dénoncer tout le temps les choses qui sont plutôt mauvaises dans ce métier-là, mais c'est vraiment de porter quelque chose, plutôt une parole assez positive et vous montrer que c'est un métier qui est sympa en fait, où il se passe plein de choses, où il y a des gens géniaux, où il y a des belles rencontres à faire et qui peut très bien se passer même si on travaille beaucoup et qu'on est soumis à du stress dans des espaces qui sont souvent petits. Voilà, donc on espère que vous resterez dans le métier et dans des bonnes conditions. Merci de les applaudir. Je voudrais souligner aussi que Manon, Lorraine et en fait toutes les autres de l'association n'ont strictement rien à gagner à faire ce qu'elles font.
c'est un boulot ingrat, c'est un boulot bénévole, alors que vous avez des métiers super prenants. Et comme chaque meuf qui à un moment se lève et décide d'agir parce qu'elle trouve que c'est plus possible et agit concrètement, c'est solitaire. Militer pour l'égalité, c'est être moqué, c'est être ostracisé, c'est devenir la fille à problème qui vient pointer justement des problèmes dans un milieu, dans un biotope qui fonctionnait très bien sans elle avant en l'occurrence. C'est jamais pour la gloire et pour l'amour qu'on fait ce genre de truc. Vous, dans le milieu de la cuisine, moi, à mon échelle, dans le milieu du journalisme, et toutes celles dans le sport, dans le milieu, dans les agences de com, qui à un moment se lèvent et décident de changer leur milieu, en fait, on a un seul but, c'est rendre un peu plus propre le milieu dans lequel on a décidé de travailler, le rendre plus propre que dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Et bravo, parce qu'en fait, vous n'avez rien à gagner, vous prenez sur votre temps libre, c'est supra classe ce que vous faites. Donc merci beaucoup. Merci.